Nous sommes très heureux de vous accueillir, très heureux d'accueillir Yannick et Sandrine, et très très heureux d'accueillir Jean-Pierre Gou, qu'on va vous présenter, qui va nous parler de Siècle Bleu, de Blue Turn et de plein de belles choses. Voilà, et il faut vous expliquer que cette soirée qui nous rassemble est à l'initiative de Jérôme Morel, qui est ici. Et je vous propose de l'applaudir parce que c'est grâce à lui qu'on est là ce soir. Et la suite de l'histoire, avant que je reprenne la parole, que je vous dise deux mots sur Openland, c'est Yannick et Sandrine qui vont vous la raconter en guise de mot d'accueil. À vous la parole, vous savez faire comme des grands. Je vais commencer, tu compléteras. Eh bien, moi, je vais commencer par raconter comment on a décidé de se lancer dans l'aventure avec Jean-Pierre. Parce que Jean-Pierre, c'est une rencontre. On fait partie des conspirateurs positifs, le même mouvement de conspirateurs qui œuvrent à essayer de faire évoluer les choses dans le bon sens. Et puis, il y a quelques mois, en novembre, donc tout est allé assez vite finalement. En novembre, Jean-Pierre lance sur Facebook une bouteille à la mer, un peu comme ça, en disant le Siècle Bleu, ça fait 10 ans qu'il est sorti, j'ai récupéré les droits d'auteur, le tome 2 est épuisé, j'ai beaucoup de demandes. Il faudrait que je trouve un éditeur qui veuille bien rééditer Siècle Bleu. Et du coup, on lui a tendu la perche. Nous, pourquoi pas, mais on est des petits éditeurs. On a 9 livres, ce sera les 10e, 11e, donc voilà, on n'a pas les moyens de Gallimard, mais si ça te dit, ça nous parle, parce que nos éditions, elles sont engagées, elles œuvrent à essayer de faire bouger les lignes, à semer des graines. Donc Siècle Bleu, c'est tout à fait ça, c'est très optimiste. Donc on le ferait bien avec toi, et puis voilà, c'est parti comme ça, et les choses se sont enchaînées, puisque en mars-avril, on décide de lancer un KissKissBankBank, pour une souscription pour pouvoir financer le livre. Et on se fixe 12 000 euros, et finalement on arrive à 23 000 euros. Et là on dit stop, on a assez, ça suffit. Et c'était bien vu parce qu'il n'y a plus rien aujourd'hui. On a tout épuisé, tout est payé. Donc c'était bien un budget de 23 000 euros qu'il nous fallait. Et ça a permis de rééditer Siècle Bleu et maintenant de lui donner une deuxième vie en librairie. Voilà, je laisse Sandrine compléter. Alors donc, on sait que c'est grâce à Facebook où Yannick est censé ne jamais y aller d'ailleurs. Hein ? Coming out. Voilà, c'est ça. Donc nous, on est effectivement un éditeur nantais, on fait tout en local, avec directeur artistique, etc. On replante des arbres avec nos livres, donc chaque lecteur replante des arbres en fait. Et on était sur des essais jusqu'à présent. Donc la maison d'édition a 5 ans cette année. Et on s'est dit qu'en fait, pour ouvrir les consciences, la fiction, c'était quand même assez incroyable. Puisque les essais, c'est un peu des gens déjà un peu convaincus qui nous lisent. Alors que là, on peut avoir un public beaucoup plus large. Et vous allez voir un peu l'histoire de Jean-Pierre qui est assez... et ses passions. C'est ce qui nous a beaucoup touchés. Et juste pour la petite histoire, en fait, donc tous mes copains presque avaient lu Siècle Bleu et adoraient. Et disaient c'est un super roman, etc., etc. Et moi, je l'avais pas lu, en fait. Mais on avait déjà décidé de le faire avec Jean-Pierre. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, je dis... comme voilà. Et donc, comme je suis une femme soumise... voilà. Hein, c'est bien. Et donc en fait, et donc je me suis dit quand même on va y aller parce que j'aime bien Jean-Pierre et tout ça et que malheureusement nous gérons, un peu, et que malheureusement nous gérons cette maison d'édition avec l'affectif, ce qui n'est vraiment pas bon du tout. Mais bon, on se refait pas, voilà. En même temps c'est sympa. Et donc en fait je me suis dit quitte à ne pas le lire, je ne l'ai pas lu jusqu'au bout. Sauf les 2 jours avant le KissKissBankBank, parce que je me suis dit, comme ça, j'aurais l'élan d'écrire quelque chose. Quand même, j'avais la foi, parce que j'aurais pu être super déçue. Mais c'est vrai que j'ai une tendance à écrire en fonction de ce que je ressens. Et je me souviens très bien, c'était un dimanche, j'étais allée marcher, il faisait plutôt beau, mais on s'était pris des décisions terribles toute la semaine sur le glyphosate, tout ça. Donc j'étais bien énervée, comme d'habitude. Et en fait, j'ai fini le livre de Jean-Pierre, et là, je me suis dit, yes, c'est bon. On va pouvoir... Voilà. Donc, en fait, c'est un livre qui redonne de l'espoir et qui est... voilà. Je ne vais pas vous le vendre si vous êtes là, c'est pour ça, mais... Certains découvrent le livre ce soir, quand même. Oui. Voilà. Oui. Et on croit beaucoup, c'est aussi parce qu'on croit beaucoup... Il y a beaucoup de romans aussi qui sont assez sombres, sur l'effondrement, etc. Et que c'est intéressant aussi d'avoir des romans qui soient plus du côté de l'utopie, qui est aussi ce qui n'existe pas encore, n'est-ce pas ? Qui n'est pas l'irréaliste. Donc voilà, donc on laisse la parole à Jean-Pierre. Voilà, alors merci à vous deux. Merci. Merci Jean-Pierre. Alors normalement le micro que tu as là devrait suffire. Je ne sais pas si on t'entend. Je
Est-ce que tu peux dire bonjour dans le micro? Bonjour. Voilà. Je suis doublement heureux qu'on puisse t'accueillir ici. D'abord parce qu'Openland, lancé depuis 6 mois, a pour mission de donner, de partager du sens au-delà de sa mission qui est d'accompagner, de faire naître des projets à impact social et environnemental positif. L'idée, c'est de partager les raisons pour quoi on est là, de partager aussi cette urgence dont on va parler. Tu fais partie des personnes qui inspirent régulièrement les hôtes d'Openland, parce que certains, je dois le confesser, ont déjà vu Blue Turn, pas tous. Il y a forcément des aficionados dans la salle. Donc ça, c'est une très bonne raison au nom d'Openland. Et puis plus personnellement, parce qu'on s'est connus quelques temps après la COP 21. Ouais. Et il y a quelqu'un que je voulais nommer ici ce soir qui s'appelle Yves Mathieu. Bien sûr. Qui nous a fait nous rencontrer. Quoi. Exactement, puisque Yves Mathieu, c'était dans un bus de la RATP entre Paris et Le Bourget pour aller à la COP 21 où on a donc signé, je dis on, c'est pas nous, mais certains ont signé avant de ne pas les respecter, mais les accords de Paris. Et Yves, on parlait de Blade Runner, on parlait de Philippe K. Dick, entre autres, et il me dit, il faut que tu lises Siècle Bleu. Je dis, ah bon, ok. Donc Siècle Bleu, je cherche, machin, je trouve sur une plateforme dont je ne nommerai pas la marque. Avant, il existait qu'en numérique pendant les 3-4 dernières années. Quoi. Voilà, donc, je le télécharge. Sur une certaine plateforme numérique. Ouais. Et c'était gratuit. Ah donc oui, je le j'avais télécharge. fait des opérations gratuites. Je le mets de côté. Tu as le droit à 2 semaines par an gratuites. Tu es bien tombé comme Yannick au bon moment. Quoi, tu vois. Non, mais moi, je me disais, mais où on paye, quoi, non? Et en fait, on ne pouvait pas payer. Bon, donc je le télécharge et je le mets de côté. Et l'été suivant, les vacances suivantes, j'ai lu le premier tome. Je n'ai pas lu le premier tome de Siècle Bleu. J'ai adoré. Puis on a eu ensuite l'occasion de se rencontrer et d'en parler. Voilà. Donc, à ce titre aussi, très heureux de t'avoir ici avec nous. L'idée de Siècle Bleu, comme sa première question de but en blanc, t'es venu comment? Parce que il faut dire que c'est ton métier d'auteur ici, c'est pas ton métier premier, faut le dire quand même. Ah oui, c'est pas mon métier premier. Et là, il y a des témoins que j'ai un vrai métier dans la. J'ai la fille de mon ancien boss qui est là, et j'ai un ancien collègue qui est là. Ils pourront témoigner que je travaille, quoi. Tu vois. Donc, enfin, on verra. Évidemment, l'édition, c'est pas du travail. Hein. Non, moi, j'ai toujours été curieux enfin, j'ai toujours voulu avoir plusieurs vies en une vie. Il y a un livre qui m'avait marqué qui était la biographie de Joseph Kessel qui fait 1000 pages, qui s'appelle Sur la piste du lion. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà lu ça. Et en fait, en finissant ce livre, on se dit, ce gars, il a eu l'équivalent de 5 vies en une vie. Et en fait, moi, quand j'ai fini ce truc-là, je me dis, en fait, je vais arrêter de dormir. Et moi aussi, je vais avoir 5 vies en une vie. Et j'ai beaucoup réduit mes heures de sommeil pour pouvoir explorer plein de choses. Mais ça avait été un driver important dans ma vie, et pour me dire, si je fais qu'une seule chose, je ne vivrai pas tout un tas d'expériences. Et moi, j'ai toujours été très attiré par les sciences au départ, parce que j'étais un amoureux des maths depuis que je suis tout petit, et je voulais être mathématicien, c'est toujours ce que je voulais faire. Et c'était une première expérience de la beauté et de l'harmonie, en fait, les maths et compréhension du monde. Et après, j'ai fait des études d'ingénieur, et j'ai toujours été aussi très, on va dire, conscient des enjeux écologiques, des espèces disparues depuis que je suis tout petit. Je suis un fan des pandas, j'ai des collections de pandas partout. Et en fait, à chaque fois qu'une espèce disparaissait, c'est quelque chose qui me faisait vraiment du mal. Et puis, j'ai toujours lu pendant mon adolescence des choses sur l'écologie, sur l'espace. Enfin, on parlera peut-être plus tard de Biosphère 2, mais à 13 ans, ça a été un moment assez... je peux en dire un mot maintenant. En fait, c'est un projet que j'ai vu quand j'avais 13 ans dans Sciences et Vie, dans lequel des gens avaient décidé de créer une utopie et de vivre sous une mini-terre, donc un énorme serre de plusieurs hectares dans lequel 8 humains vivaient en autarcie. Et en fait, ce qui m'avait fasciné à l'époque, c'était le côté Arche de Noé, où on crée en fait une terre artificielle pour voir comment les humains, les plantes, les animaux, les bactéries, les océans échangent. Et en fait, ce projet-là, il y avait eu des leçons qui avaient été données de ça. Ils avaient fait l'expérience de ce que c'était de vivre dans un monde fini. Et ça, c'était un truc que j'avais mis dans un coin de ma tête. Et cette sphère, on peut dire, elle est en Arizona, c'est ça, aux États-Unis. C'est une Vous sphère avez sûrement vu, pour certains d'entre vous, des reportages il y a
quoi, 15-20 ans sur ce... Ouais, une vingtaine d'années. Ouais. On a fêté les 25 ans à Paris avec les gens de Biosphère 2, quoi. Donc, et ça, ouais, c'est aussi les rencontres. C'est-à-dire que moi, quand j'avais 13 ans, mon rêve, ça aurait été de participer dans un projet comme ça, mais j'étais trop jeune. Et en fait, ces gens de Biosphère 2, parce que j'en ai parlé dans Siècle Bleu, sont devenus des amis très proches. Et on a fêté les 25 ans de Biosphère 2 à Paris avec 300 personnes. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est les rencontres que les livres permettent de faire. Donc, je déroule donc ce projet-là. Pour moi, je m'étais dit, mais en fait, cette histoire de monde fini, c'est quelque chose qui est important. Il faut que les gens arrivent à comprendre qu'on vit dans un monde fini, parce que dans cette serre, dès qu'ils polluaient les choses, ils en avaient le retour, et ils se disaient, on respire le même air, on est interconnectés, et je me disais, mais ça, les hommes, on l'a pas, quoi. Et bon, je fais un petit peu en accéléré, donc ça, pour moi, ça avait été un éveil sur les utopies et sur comment les sciences et les utopies peuvent se mélanger. Puis il y a eu Rio en 92, où là, je me disais, bon, bah, on a identifié tous les problèmes, la déforestation, la biodiversité, le sommet de la Terre. Et je voyais tous les chefs d'État réunis, je me dis, bah, c'est bon, une fois qu'on a réuni les chefs d'État, ils ont compris, la science a dit ce qu'il fallait faire, c'est réglé, rien du tout, quoi. Donc il a fallu 5 ans déjà pour faire le protocole de Kyoto. 97. Voilà, 97. Et à l'époque, moi, j'avais fait des études d'ingénieur et vraiment des maths appliquées dans l'énergie et à la résolution et à la modélisation de grands problèmes. Et je me disais, bon, une fois qu'on aura montré que le réchauffement climatique a lieu, on va agir. Et puis, voilà, Kyoto, déjà, c'était un semi-protocole qui démarrait déjà en 2012, tu vois, Kyoto, c'est-à-dire il démarrait 15 ans après le début du protocole. Enfin, c'est un truc qui est complètement aberrant, mais déjà, ça avait été très compliqué. Et donc, je me suis dit, mais si on veut résoudre les problèmes de la planète, il faut que je m'interroge sur la géopolitique, il faut que je m'interroge sur la psychologie, sur l'économie, enfin, sur toutes les choses qui font que ça ne marche pas. Et donc, j'ai multiplié les lectures, les rencontres, etc. Et puis, quand, en fin 1999, j'avais réuni toute cette documentation. Il y a plein de gens qui me disent, ouais, mais écris un truc parce que tu as compris plein de trucs et tout. Je dis, ouais, mais je ne veux pas parler d'un truc qui parle de tout ça. Et, pas faire un essai, quoi. Voilà, pas faire un essai, parce que je voulais parler de spiritualité, je voulais parler de musique, je voulais parler de la vie, du monde, des choses souterraines dans le monde, parce que là, on parlait du monde géopolitique officiel, mais on parlait des mafias, du crime organisé. Enfin, j'avais tout un tas de sujets qui m'intéressaient. Et pour moi, il y avait un moment assez clé, c'était fin décembre 1999. Tout le monde pensait que le bug de l'an 2000 allait tuer tout le monde. En fait, bon, ça s'est très bien passé. Moi, je me suis réveillé le matin à Barcelone, il faisait beau et tout, c'était super beau. Donc je me suis dit, et il y avait un immense soleil. Et je m'étais dit, mais en fait, voilà, il y a un nouveau siècle qui s'ouvre, à nous de le peupler dans notre rêve. Et je me rappelle très bien de ce matin, bon, j'avais mal à la tête quand même, parce qu'on avait fait la fête, mais je me disais, mais voilà, il y a une page blanche. Et à l'époque, je vivais à Chicago, et quand je suis retourné à Chicago, pendant 3 mois, je ne suis pas sorti, et j'ai réfléchi à, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire de ce siècle, et c'est la genèse de Siècle Bleu, elle part de là. Et j'avais eu la chance, à la fin de mes études, de rencontrer Bernard Werber, qui était un écrivain, et j'ai travaillé pendant 2 ans avec lui sur créer une révolution, en fait, donc de mettre en œuvre la révolution des fourmis qu'il décrivait. Et ça avait été une expérience géniale. Puis au bout d'un moment, j'ai arrêté parce que je voulais faire ma révolution, pas la sienne. Mais ça avait été une expérience top. Et surtout, j'ai travaillé avec un écrivain et je voyais comment il écrivait. Et bon, la qualité de ses livres a beaucoup baissé. Bonjour, ça reste Bernard. Entre nous. Non, si c'est fermé. Non, mais en tout cas, moi, c'est plus trop les livres que je lis. Mais à l'époque, le voir se documenter, le voir écrire, ça m'avait vraiment montré que c'était pas si difficile que ça à faire et qu'à partir du moment où on a des choses à raconter, voilà. Et donc le roman, c'est un peu des expériences, vouloir raconter une histoire alternative de ce qu'est le XXIe siècle et la mise en confiance par cette relation que j'avais avec cet écrivain qui fait que je me suis dit, allez, je me lance et j'ai commencé à écrire un livre. Voilà. Donc j'ai commencé au début des années 2000 et j'ai fini d'écrire en 2007 le premier. Puis il m'a fallu 2 ans pour trouver le premier éditeur. Donc ça a été publié en 2010 et puis le deuxième tome en 2012 et puis voilà, on est en 2018. Donc si je compte bien, là, tu disais 12 ans pour le protocole de Kyoto, mais c'est le temps qu'il t'a fallu pour accoucher de Siècle Bleu, pardon. Les bonnes choses mettent 12 ans, les mauvaises choses aussi, quoi. Donc, mais les bonnes choses, il faut quand même les maturer, quoi. Ça, c'est important. D'accord. Alors, donc, Siècle Bleu, première vie, en fait, du roman. Qu'est-ce qui nous amène aujourd'hui? On va dire évidemment 2 mots, on va tout dévoiler l'intrigue, comme ça, ce sera... Non, pas de spoil. Non, plus sérieusement, qu'est-ce qui
Qu'est-ce qui t'amène à prendre cette décision que Sandrine et Yannick évoquaient tout à l'heure de donner une nouvelle vie à ce roman? Ouais, en fait, quand je l'avais publié il y a 5-6 ans, c'est un livre qui a eu un certain succès, qui m'a permis de rencontrer énormément de gens. C'est un livre que j'ai beaucoup offert ou que des gens ont offert, et ça m'a fait faire plein de rencontres. Certaines sont dans cette salle. Mais ça n'a pas atteint le but que j'avais, qu'on puisse inspirer une révolution des consciences, quoi, ce livre. C'est-à-dire, il a changé individuellement les choses, et je me disais, il faut aller plus loin dans ce truc, il faut le ressortir, parce qu'il était épuisé, l'éditeur avait changé de ligne éditoriale, l'éditeur était parti, et je me disais, c'est pas possible, ce livre, il n'a pas eu sa chance, parce que peut-être l'ère du temps, à l'époque, n'était pas très bonne, et pour moi, c'était une sorte d'acte manqué, déjà qu'il ne puisse pas rayonner autant qu'il aurait pu. J'avais moins de temps à l'époque pour pouvoir le pousser. Et maintenant, j'ai vraiment envie que ce livre il soit lu massivement, qu'il soit traduit dans d'autres pays. Et tout ça, ça demande du travail. Et là, j'ai envie vraiment de porter ce truc-là. Je travaille aussi sur une potentielle adaptation en série de ce livre et d'essayer de pousser ce rêve dans différentes dimensions, dans l'espace et dans le temps. Donc j'ai cette énergie parce que je me dis, on est quelques-uns, on est plein à avoir des utopies, mais notre responsabilité aujourd'hui, c'est de les passer à l'échelle, ces utopies. Si on fait des petites utopies dans le coin de son jardin, c'est bien pour les petites coccinelles qui vivent dans votre jardin, mais à l'échelle de la planète, c'est pas super bien. Et moi, je me sens dans cette énergie. J'ai 2 enfants là qui ont 8 ans et 10 ans, et quand je les vois, j'ai pas envie que dans 10 ans ou dans 20 ans, ils me disent « Qu'est-ce que tu as fait, toi, papa ?» Moi, j'ai écrit un bouquin, il y a 300 personnes qui l'ont lu, mais j'ai fait ça quand même. Donc j'ai envie d'aller plus loin dans cette chose-là. Pas être Donc seulement dans le projet, mais dans le grand projet. Voilà, et j'avais besoin d'un éditeur engagé, et c'est pour ça que je me disais, je le rencontrerai de façon assez naturelle ou surnaturelle, comme la plupart des choses qui jalonnent ma vie. Et on s'était rencontrés, on était partis avec l'Institut des futurs souhaitables à Delft, réfléchir au monde de 2040. On avait beaucoup discuté avec Yannick et Sandrine. On n'avait pas parlé de ça, quoi. Et c'est vraiment ce poste où il y avait un truc que j'avais dit dans le roman, et je dis, c'est énervant, le livre, il n'est pas publié et tout. Et quand ils m'ont contacté, je savais très bien que c'était une petite maison, mais pour moi, au contraire, ça fait petite armée de Jedi, et ça, c'est très, très bien. Et donc, on s'est dit oui tout de suite. Et puis, on a tout de suite parlé du modèle économique parce que l'idée, c'était de faire un roman qui soit moins cher que le précédent pour que les gens puissent l'acheter. Donc, c'est à peu près 30 € les 2 tomes. Parce qu'on se dit, par exemple, les jeunes qui ont 18 ans, etc., ils aiment beaucoup ce livre, mais si c'est des livres qui coûtent 40 €, c'est problématique. Donc, on a tout de suite pris l'angle de ça. Puis, avec Sandrine, on a aussi beaucoup parlé du fait qu'il fallait un bel objet. Et il y avait cette dimension esthétique chez Sandrine, et puis cette discussion économique avec Yannick. Et je me suis dit, là, on est complètement d'accord. Puis, il y a eu cette expérience du crowdfunding, et vous êtes nombreux dans cette salle à avoir participé, qui nous a mis une énergie de dingue, parce qu'il y a plusieurs cercles de gens, des amis, des fans de Blue Turn, des fans de la première heure de Siècle Bleu, il y en a ici ce soir, et puis des lecteurs de La Mer Salée, des gens de notre écosystème qui sont greffés là-dessus. Et on s'est dit, on y croit. Puis maintenant, il sort aujourd'hui en librairie. C'est une petite ressortie parce qu'on ne va pas inonder les librairies. Donc c'est un succès qui sera drivé par les lecteurs, essentiellement. On va essayer d'avoir des médias, mais c'est pas toujours simple. Mais on espère que si ce livre touche les lecteurs, qu'ils en parlent autour d'eux et d'essayer d'avoir une révolution bottom-up. Avant de venir à quelques mots sur l'intrigue, il y a une chose qu'on peut dire aussi, c'est que une partie des droits d'auteur, je crois, est versée à une ONG. Ouais. Dans laquelle une personne qu'on aime beaucoup ici, Jean-Marc Dancil, pour ne pas le nommer, a un rôle. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots ? Quand on a fait ce crowdfunding, on ne savait pas ce qu'on allait lever, etc. Peut-être qu'on aurait pu juste imprimer les livres pour les crowdfunders. Et moi, j'ai dit tout de suite à Yannick et Sandrine, écoutez, moi, j'ai pas... il faut qu'on donne toutes les chances sur ce truc-là. Moi, je ne fais pas ce crowdfunding pour m'enrichir. Je fais ce crowdfunding pour faire que le livre se republie. Donc, moi, j'ai envie de donner mes droits d'auteur à une ONG. Et donc, je parlerai dans cette ONG 2 secondes. Et La Mer Salée donne aussi une partie de ses revenus à plusieurs ONG. Et pour moi, c'était important d'avoir cette démarche-là. Et dans les ONG, il y en a plein des ONG, mais il y en a beaucoup qui lèvent énormément d'argent. Mais là, il y a une petite ONG qui est portée par Jean-Marc Dancil, qui gère un lieu un peu comme celui-ci, qui gérait, puisque maintenant elle est partie à La Réunion, qui gère Darwin à Bordeaux, qui est un lieu extraordinaire qu'il a porté pendant une dizaine d'années avec Philippe Barre. Et il s'occupe maintenant d'une ONG qui s'appelle Wildlife Angel,
pour entraîner les rangers contre les braconniers, quoi. Et ils font vraiment un entraînement quasi militaire de ces braconniers, et ils sont sur la ligne de crête qui permettra, qui peut-être fait qu'il restera encore des rhinocéros dans 10 ans, qu'il restera encore des lions dans 10 ans. Et pour moi, cette disparition des grands mammifères, c'est un drame, quoi. Je veux dire, c'est vraiment un drame. C'est un drame où voilà, on voit des trucs, oh, il y a encore 1000 rhinocéros en moins chaque année. Il y a 1000 rhinocéros en moins, sauf qu'il y en a 10 000 des rhinocéros. Donc, au bout de 10 ans, il n'y en a plus. Et pour moi, c'était symboliquement très important. Et puis aussi, en fait, Jean-Marc avait lu Siècle bleu il y a 7-8 ans. Et quand il l'a lu, il avait été très inspiré par l'organisation éco-activiste qui est décrite dans Siècle bleu, qui est une organisation secrète, quoi. Puisque si on veut vraiment lutter contre les pouvoirs, c'est bien de le faire dans la légalité, mais l'illégalité permet un certain nombre de choses. Et ça lui avait beaucoup plu. Et lui me dit qu'il s'est engagé dans Wildlife Angel à cause de Siècle bleu. Donc c'était aussi, voilà. Et parmi les gens qu'on connaît, je pense que c'est un des plus radicaux, etc. Alors, c'est pas toujours facile de discuter avec lui sur les réseaux sociaux, mais humainement, Jean-Marc, ouais. si tu nous entends, ta réputation est faite. Voilà, mais on s'apprécie mutuellement et c'était voilà, pour lui et puis pour cette ONG important. Et c'est une ONG qui était aussi alignée avec l'ONG secrète qui est dans Siècle bleu. Et puis il y a Sergio dans cette ONG qui est un gars remarquable. On peut juste dire, parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec lui il n'y a pas très longtemps, il faut quand même vous situer qu'en Afrique de l'Ouest, où on a une partie des derniers éléphants, dans une zone qui est à la jonction de 5 pays, je crois, et de plusieurs réserves naturelles, dont le parc du W pour ceux qui connaissent. Donc on a le Burkina, on a le Niger, on a le Nigeria, je crois qu'on doit avoir le Togo peut-être. Et dans cette zone qui aujourd'hui est tristement et mondialement connue pour être le repère d'une branche des djihadistes, d'Al-Qaïda, enfin de l'État islamique. Et voilà, ils se retirent dans les forêts pour y trouver leurs propres repères. Et bien sûr, ça donne lieu et ça alimente les trafics. Et l'organisation Wildlife Angel va physiquement au front, non pas pour faire la guerre, mais parfois, en tout cas, pour tenir des lignes de front et faire en sorte que dans ces lieux-là, les grands mammifères soient protégés, malgré la démission des gouvernements, parce que les gouvernements n'ont plus les moyens et ont démissionné dans ces zones. Donc on est vraiment dans le dur là. Ouais, on est vraiment dans le dur. Et quand on veut faire cette transition écologique, il faut qu'il y ait des gens en première ligne, quoi. Et cette première ligne, si personne l'occupe, les rhinocéros et les éléphants vont mourir, quoi. Donc pour moi, c'était important dans le roman et par la campagne de crowdfunding de rendre hommage, même si c'est peu de choses par rapport à ce qu'il faudrait à ces gens-là, mais symboliquement, c'était important. Alors cette organisation qui s'appelle Gaïa, dans le livre, dans Siècle bleu, qui est pilotée par un garçon qui s'appelle Abel, c'est ça. Donc lui, il a une double vie, ça me rappelle quelqu'un. Il a une double vie, donc il est directeur général d'une boîte dans l'énergie le jour, et la nuit, il est écrivain. Non, c'est pas ça. Non, lui, c'est quasiment pareil. Non, lui, il dirige une société le jour avec sa femme qui s'appelle Lucie, qui s'appelle Biosphere Economics, et qui font des études sur le climat et voir comment le réchauffement climatique impacte les entreprises, les régions, etc. Donc, c'est une boîte d'économie. Et ils sont basés à Biosphère 2. Donc, et lui, la nuit, il gère cette organisation Gaïa. Sa femme ne le sait pas d'ailleurs. Et il gère cette organisation Gaïa, non pas sur les fonds de son entreprise, mais sur les fonds d'un vol qu'il a commis, un hacking. Il a volé de l'argent à des cartels mexicains parce que c'est le fils d'un juge mexicain qui a été tué par les cartels, donc sous ses yeux. Et donc il a développé un très fort sentiment de justice et de revanche. Et au lieu de canaliser ça contre les mafias, son grand combat, lui, c'est la sauvegarde de la planète. Et il est conscient du fait, et aujourd'hui beaucoup de gens arrivent à ce constat, que là, on est arrivé au bout du bout dans ce qu'on a tenté, et donc lui, il tente quelque chose de radical, de monter une organisation secrète qui est assez inspirée de Sea Shepherd, de Wikileaks, même si Wikileaks, quand je l'avais écrit, ça n'existait pas encore, ou des yes men, des gens qui font des gags pour se moquer des entreprises, parce qu'ils ne tuent pas, ils ne sont pas méchants, mais par contre, ils vont au front, quoi. Ils sabotent le bouclier antimissile américain, ils interviennent physiquement contre les pêcheurs de dauphins et taiji au Japon. Enfin, ils font des actions... Ça, c'est Sea Shepherd.
Ça, c'est Taiji, c'est plutôt l'organisation Save Jobs in Japan de Richard Obari. Mais il y a d'autres inspirations dedans. Enfin, tous ces combattants écologiques, que ça soit Obari, que ça soit comment il s'appelait, Rob Stewart qui s'occupait des requins. Enfin, pour moi, c'est des gens qui m'ont inspiré beaucoup, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'est son activité. Donc lui, il veut déclencher une révolution. Et si j'enchaîne un petit peu sur la suite de l'histoire, elle fait 28 jours. Et moi, le pari que j'avais, enfin, ou l'idée que j'avais, j'aime bien me mettre des contraintes, c'était de se dire, je vais raconter une révolution en 28 jours, où en 28 jours, on change le monde. Donc ça, c'était un peu le point de départ. Et donc de développer une intrigue où une révolution mondiale émerge, et il se passe des choses à très très grande échelle qui font qu'à la fin, effectivement, il y a une révolution des consciences. Et au départ, j'avais ce personnage d'éco-activiste, puis j'avais un autre rêve, moi, qui m'intéresse, mais qui remonte aussi à Biosphère 2, qui est en fait une dimension beaucoup plus poétique et on va dire personnelle sur le changement climatique, qui est la poésie que la vision de la Terre vue depuis l'espace, on en parlera beaucoup là ce soir, a inspiré aux astronautes. Et c'était il y a 20 ans de ça, en 96, à 22 ans, un ami là, qui est celui, Michael Bocara, là, qui vient d'Israël et à qui je fais le projet Blue Turn, m'avait offert un livre. Lui, il bossait à l'aérospatiale. Et il m'a dit, regarde JP, ça va te plaire, ça. Il m'offre un livre où il y avait des photos de la Terre prises depuis l'espace, qui s'appelle Clair de Terre. Et je tourne, je vois les photos, ça ressemble un peu aux photos que Thomas Pesquet a mis sur les réseaux sociaux, c'est magnifique. Mais tout de suite, je bloque pas sur les photos, mais je bloque sur les textes. C'était des textes d'astronautes, et il y avait des astronautes de tous les pays, des hommes, des femmes, de RFA, d'Arabie Saoudite, du Yémen, tous les pays où des gens sont allés dans l'espace. C'était publié par l'Association des explorateurs de l'espace. Et ces textes, ils étaient d'une immense poésie. Ils parlaient de la Terre d'une façon que je n'avais jamais entendue. Forcément, il n'y avait qu'eux qui pouvaient parler de la Terre comme ça, parce qu'il n'y avait qu'eux qui l'avaient vue depuis d'en haut. Et il y avait une dimension de conscience planétaire, une notion de son sentiment d'interconnexion que les gens dans Biosphère 2 avaient éprouvé, et puis une dimension ultra poétique, beaucoup d'humilité sur l'être humain, parce que quand on est dans l'espace, en orbite, on voit quasiment aucune réalisation humaine. Le seul truc que vous voyez, c'est les lumières la nuit des villes, et même les villes le jour, on les voit très mal, quoi. Donc on voit les changements des paysages que ça a fait, mais on voit pas les hommes, quoi. Et je me dis, mais c'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé là-haut? Et en fouillant, je m'étais aperçu que les astronautes avaient vécu une expérience mystique au moins la moitié d'entre eux, qui s'appelle l'Overview Effect. Et ça, je m'étais dit, ça sera un élément de mon roman. Donc juste pour finir, donc cet overview effect, c'est quoi? C'est que si les gens voient la Terre et sont projetés par rapport à ces images grand large, si on met des conditions autour, on peut faire rendre les gens amoureux de la Terre. Et cet amour, il peut devenir indélébile si on reproduit ça souvent. Et je m'étais dit, ça, je vais mettre un personnage, un astronaute, dans une situation où tout le monde l'écoutera, parce qu'aujourd'hui, personne lit les biographies d'astronautes, à part les gros space geeks comme moi. Et donc, pour que tout le monde l'écoute, je vais mettre ce personnage au cœur d'un thriller, d'une énigme mondiale, pour que les gens l'écoutent. Et entre les images qu'il enverra et les textes qu'il lira, ça fera une révolution. Et donc, Siècle bleu, c'est la somme de deux choses, les rêves d'un astronaute et l'engagement d'un écoactiviste. Siècle bleu, c'est aussi une histoire de géopolitique, c'est un terme que tu as prononcé tout à l'heure. De mémoire sur le premier tome, on démarre dans un décorum qui voit se confronter plusieurs continents, plusieurs grands États, notamment la Chine et les États-Unis. Ouais. On se dit que la réalité, d'ailleurs, a presque un peu rattrapé la fiction. Il y a beaucoup de tensions, c'est un thriller, tu l'as dit. Juste sur cette dimension géopolitique, qu'est-ce que tu peux nous dire? Moi, je voulais faire un thriller parce que pour moi, s'il y a une révolution, elle prendra forcément dans le monde réel la forme d'un thriller. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir un truc où on va dire, tiens, on va changer l'agriculture, on va changer l'énergie, on va changer le truc, puis ça va bien se passer, tout le monde sera hyper content et tout. Non, ça ne va pas du tout se passer comme ça, et ça ressemblera à un thriller. Donc la forme du thriller, si je voulais raconter cette transition, elle s'imposait. Et dans ce thriller, j'avais besoin d'une... Comme
on est à l'échelle planétaire, d'une intrigue à l'échelle planétaire, mais qui touche un peu aussi la Lune. Donc, je voulais que mon astronaute soit sur la Lune. Moi, j'adore Le Petit Prince, et j'avais toujours cette vision d'un astronaute assis sur la Lune, un petit peu comme le Petit Prince qui est debout sur son astéroïde et qui regarde la Terre. Et je me dis, mais qu'est-ce qui pourrait amener les gens à retourner sur la Lune? Donc ça, quand je commence à réfléchir à ça, c'était au début des années 2000. Donc j'étais allé voir plein de spécialistes, des gens en géopolitique de l'espace et tout, en se disant, mais est-ce qu'il y aura un intérêt à amener des armes sur la Lune, sur la face? Elle me disait oui, sur la face cachée. Je dis, bah, c'est super, la face cachée, on ne voit pas la Terre, tu vois. Donc je dis, ça ne m'intéresse pas. Et du coup, je me disais, bon, et j'avais discuté avec des gens de l'armée américaine pour savoir s'il y avait des plans de construire des bases. J'ai lu plein de trucs là-dessus. Je me disais, non, il faut un truc différent. Et puis un jour, je tombe sur un article qui parle de l'hélium-3, parce qu'un des astronautes de la mission Apollo 17 était un géologue, Harrison Schmitt, et il sort un livre au début des années 2000 qui s'appelait Return to the Moon, dans lequel il explique comment construire une chaîne logistique, il y a tous les calculs économiques avec la Lune, pour aller exploiter l'hélium-3. Je dis, qu'est-ce que c'est ça, l'hélium-3? Et en fait, l'hélium-3, c'est un isotope de l'hélium qu'on trouve que à la surface de la Lune. Il n'y en a pas sur Terre parce qu'il est émis par le Soleil avec les rayons solaires, mais comme la Terre a un bouclier magnétique autour, il est déflecté, et il n'y en a pas qui se déposent sur Terre, mais sur la Lune, il y en a pas mal à la surface. Et quand ils ont ramené des échantillons d'Apollo, ils ont vu qu'il y avait une bonne teneur d'hélium-3 dans le sol lunaire. Alors, c'est très peu, mais si on ratisse les poussières lunaires, on peut arriver à avoir cet isotope. Et cet isotope, il est intéressant parce qu'il peut servir de fuel pour faire des centrales, non pas à fission comme on a aujourd'hui dans les EPR, genre Flamanville, mais des centrales à fusion pour créer des... qui n'existe pas, hein, je te Oui, rappelle. mais peut-être un Mais jour. c'est pour faire un coup de griffe. Et puis je commence à creuser autour de l'hélium-3, et je m'aperçois qu'en fait Bush lance un programme qui s'appelait Constellation pour retourner sur la Lune avec en arrière-pensée l'exploitation de l'hélium-3, et les Chinois lancent aussi un programme spatial avec l'idée de l'hélium-3 derrière. Alors c'est des choses à l'horizon 2020, 2030, 2050, mais le retour sur la Lune, quand je regardais ça, il était planifié pour 2013-2014, avec l'idée de mettre des colons et des trucs d'exploitation. Les gens commençaient à changer les droits miniers, etc. Bon. Et donc je me suis dit, plutôt que de faire une rivalité entre les Russes et les États-Unis pour retourner sur la Lune, ça va être une rivalité entre les Chinois et les Américains. Et au début des années 2000, on voyait déjà l'ascension de la Chine, l'ascension des États-Unis, et aujourd'hui, on est en plein dedans, quoi. Je veux dire, c'est les deux superpuissances, et on est en guerre froide économique entre les deux pour l'instant, mais ça se chauffe sur pas mal de lignes de front, et notamment sur la dimension spatiale aujourd'hui, où là, il y a encore une mission chinoise qui part au mois de décembre ou début d'année prochaine. Trump a dit que les Américains allaient retourner sur la Lune avant Mars, alors qu'Obama avait dit qu'ils iraient directement sur Mars ou sur un astéroïde. Trump insiste là-dessus. Les Chinois ont dit que d'ici une dizaine d'années, ils retourneraient sur la Lune. Donc, il y a eu des temps perdus par rapport à l'action, mais du coup, voilà. Et l'action de Siècle Bleu, ce n'est pas un truc qui se déroule en 2050, c'est quelque chose qui se déroule maintenant. Je voulais une utopie et non pas sur un autre univers. Non, ça se passe dans la géopolitique de maintenant. Bon, on va évidemment vous inviter à lire tout ça. On va continuer la discussion. Dans Siècle Bleu, puisqu'on a compris que c'était un livre qui avait été édité une première fois, dans cette réédition, tu as souhaité, concernant le premier tome, faire des ajouts, réécrire même, et ajouter un texte. Donc pourquoi est-ce que tu as souhaité faire ça? Et puis ensuite, on va parler du texte. Alors, en fait, quand j'ai... on en avait parlé avec Sandrine. J'ai eu beaucoup de retours de lecteurs sur les premiers. Il y a des gens à qui ça a plu et d'autres à qui ça n'a pas plu. Et notamment, ceux à qui ça n'a pas plu, il y a beaucoup qui avaient eu des difficultés à rentrer en matière dans le premier tome. Et c'est vrai que le premier tome, dans l'ancienne version, pour un thriller, ça ne démarrait pas assez fort. Et quand on lit un thriller, on aime bien, dès la première page, on se dit « Wow, qu'est-ce que c'est ce truc ?» et tout. Et puis, on rentre dans le truc. Et c'était certainement une erreur où l'éditeur précédent n'avait pas insisté là-dessus. Mais je m'étais dit, je réécrirai les 50 premières pages parce que les 50 premières pages, elles sont très importantes pour l'entrée en matière et avoir vraiment une énergie du thriller qu'on a à partir de la page 50. Mais moi, il y a beaucoup de livres, j'arrête à la page 20. Quoi. Donc, je me suis dit, vis-à-vis de ces lecteurs-là, voilà. Puis il y avait un certain nombre de choses qui
avait quand même changé dans le monde, donc un certain nombre de données à réactualiser. Et puis, il y avait un acte manqué, en fait, dans le premier tome de Siècle Bleu, qui est que cet éco-activiste, il rêve d'une espèce de révolution mondiale, et il est sur le point de publier un manifeste Gaïa, qui est un appel, en fait, à la fois aux organisations et aux individus, de rejoindre les rangs de Gaïa et de grossir ses rangs. Mais il se fait nommé ennemi public numéro 1 par les États-Unis pour un crime qu'il n'a pas commis, et il devient ennemi public numéro 1. Et donc, le livre, c'est une traque, une recherche de la vérité. Et comme il est traqué, il ne publie pas son manifeste. Et du coup, je ne l'ai pas écrit, ce manifeste. Et je me dis, c'est quand même bizarre. Je parle d'un manifeste tout le long, mais il n'est pas écrit. Et peut-être qu'à l'époque, j'aurais mis des choses qui n'étaient pas bonnes dans ce manifeste. Et justement, par cet environnement de conspirateurs positifs, des écolos très engagés que je vois, et puis dans l'air du temps, je dis, tiens, c'est le moment d'écrire un manifeste et de le publier. Donc maintenant, dans le tome 1, j'ai changé un peu l'action pour qu'il publie son manifeste. Et vous l'avez dans le tome 1 de la nouvelle édition. Et je vais vous le lire. Voilà, c'est le manifeste de Gaïa. Alors, pendant que tu cherches la page, on va baisser un tout petit peu la lumière. Soyez pas surpris. Alors, ça met une dizaine de minutes. C'est un long manifeste en 8 chapitres, je crois. 8 ou 9, je ne sais plus. 10 minutes seulement ? Ouais, une dizaine de minutes. Okay. Alors, je suis particulièrement content de... On va juste... Oui, pardon. Non, je suis particulièrement content de le lire ici, puisqu'on est à 300 mètres de Notre-Dame-des-Landes. Et moi, j'ai été particulièrement marqué par ce combat, enfin, les dernières années. Je ne suis pas dessus depuis, comment tu m'as dit, 50 ans sur ce 1965, voilà. On trouve la jeunesse du projet. Voilà. Mais je particulièrement content de le lire ici et particulièrement content de le lire après que ce projet ait été abandonné et qui donnera en plus la quiétude à Open Land. Donc, voilà. Très bien. Alors, on baisse la lumière et je te laisse... Voilà. Donc, le manifeste de Gaïa. Depuis 40 ans, les alertes se succèdent et notre maison continue de brûler. Le temps de l'alerte est révolu. Voici le temps de l'action radicale, celle qui remonte à la racine des problèmes. Avec d'autres mouvements, Gaïa a ouvert la voie, mais ne pourra pas changer le monde sans vous. Ce n'est qu'en unissant nos rêves et nos forces que nous parviendrons à guérir la Terre et retisser les liens humains. Formons ensemble la nébuleuse Gaïa. Êtes-vous prêts à nous rejoindre ? Premier chapitre, maintenant. Les grandes réserves de biodiversité, forêts tropicales, récifs coralliens se réduisent. Les océans se vident, les espèces petites et grandes s'éteignent. Le climat se dérègle et menace de rendre notre belle petite planète impropre à la paix et à la vie humaine. Les inégalités de richesse atteignent des niveaux inouïs et des ressources clés vont venir à manquer. Toutes les études scientifiques le confirment. Un effondrement porteur de très grande violence nous guette. Soyons lucides, mais inutile de nous faire peur en accumulant trop de faits. Utilisons juste pour fixer notre niveau d'exigence personnel et collectif. Dans le temps qu'il nous reste, tentons de transformer le système en profondeur et de renverser la vapeur. Il n'y a rien de mieux à faire. La tâche à accomplir est immense et il est nécessaire d'agir maintenant, sans peur et avec détermination. Et vous, que répondrez-vous à vos enfants et petits-enfants lorsqu'ils vous demanderont « Qu'avez-vous fait ?» Deuxième chapitre, le temps du monde fini. Notre espèce a peu évolué et se comporte toujours comme dans la préhistoire, époque où la Terre nous paraissait infinie. L'atteinte des limites de notre planète est justement le signal que nous attendions pour accéder au prochain stade de notre évolution. Contrôler notre population, changer notre écosystème, éliminer nos pollutions, régénérer les écosystèmes naturels et humains, sortir de notre addiction à l'énergie, apaiser notre frénésie, se reconnecter au cycle du cosmos. Des chantiers logiques pour une espèce qui veut atteindre la maturité et surtout des perspectives enthousiasmantes. Au-delà de notre propre inertie face aux changements, notre action butera sur une minorité puissante et aux intentions néfastes qui exploite nos faiblesses et bloque le changement. Elle sera à combattre, mais c'est surtout en bâtissant un nouveau monde que nous rendrons l'ancien obsolète. Cette minorité n'est que le miroir de notre part sombre. La réalité n'est que le reflet de nos actes. Si nous changeons, le monde changera. Troisième chapitre, vibrons avec la bonne énergie. Cette transformation radicale de la société nécessitera beaucoup d'énergie. Nous pouvons choisir de la mener en puisant dans nos peurs et nos haines, mais ces pulsions créeront alors un monde qui leur ressemble. Même si l'envie de mettre à bas l'ancien système nous démange, focalisons-nous d'abord sur nous-mêmes. L'énergie que nous rayonnons influence nos actes et ceux des autres. Nous ne pourrons nous connecter et agir ensemble que si notre énergie est maîtrisée. Acceptons-nous tels que nous sommes et clarifions nos intentions. Prenons le temps, méditons et prenons conscience de l'instant présent, de la beauté du monde qui nous entoure et des conséquences de nos choix. Nos choix conscients façonnent le monde qui nous entoure, notre énergie aussi. Nous avons jusqu'ici échoué à agir ensemble.
Prêtons attention aux vibrations que nous émettons et synchronisons-nous. Vibrons ensemble le monde dont nous rêvons et non plus nos frustrations. Les transformations à grande échelle suivront avec une puissance insoupçonnée. Puisez dans l'énergie de vos rêves d'enfants et faites-en des armes de construction massive. Puisez surtout dans l'amour, cette stratégie n'a jamais été tentée à grande échelle. La Terre n'a pas besoin d'être sauvée, elle a juste besoin d'être aimée. En aimant ceux que nous combattrons, nous les désarmerons et ils nous rejoindront peut-être. L'énergie avec laquelle notre lutte vibrera définira nos chances de succès et le monde dans lequel nous vivrons. Peuplons de joie et d'humour. Chapitre, je ne sais plus combien. 5. Faire plus que notre part. Après avoir travaillé sur notre champ d'énergie individuel et collectif, nous pourrons puiser dans l'un de nos rêves pour participer à cet élan en lançant notre initiative ou en prêtant main forte à une aventure existante. Pour cela, notre temps est la clé. Nous pouvons le passer sur notre canapé, notre smartphone ou à agir. Agir ne signifie pas forcément prendre les mêmes risques que Gaïa. Transmettre notre amour des plantes, des animaux, des nuages, de la musique ou des étoiles participe également au grand mouvement de réenchantement du monde. Réfléchir, écrire, peindre, aider, écouter, soigner, planter, réparer, nettoyer aussi. Toutes les actions se valent tant qu'elles ont un impact positif et mesurable sur le monde réel, en particulier sur la nature, le cœur ou l'esprit des hommes. Nous appelons toutes celles et ceux qui sont déjà engagés sur ces voies à nous rejoindre. Plus nous serons nombreux à consacrer une partie de notre temps et notre énergie à ce grand élan, plus le chantier sera rapide. En nous engageant, nous nous sentirons utiles. Ensemble, l'enjeu est de faire plus que notre part. Nous dormirons sans doute moins, mais nous dormirons mieux. Prochain chapitre, en meute. Parmi les verrous que nous aurons à faire sauter, certains seront plus complexes et risqués que d'autres. Plus ils nécessiteront de changer les habitudes ou la répartition de pouvoir et de richesses, plus le changement requerra des solutions radicales et sera porteur de danger. Les mouvements activistes comme Gaïa ne sont pas les seuls à s'aventurer dans ces zones à risque. Lanceurs d'alerte face au système, journalistes d'investigation face aux multinationales ou aux États, zadistes et défenseurs de la nature face aux pelleteuses, juges face aux mafias et aux forces de corruption, groupes de citoyens devant les tribunaux, rangers face aux braconniers et aux réseaux criminels qui les exploitent, députés face à l'immobilisme et au pouvoir de l'argent, scientifiques face à leurs pairs et aux lobbies, innovateurs face aux tenants du statu quo, dissidents face au régime totalitaire. Nous les appelons tous à nous rejoindre. Tous mettent en jeu leur équilibre mental et leur vie. Les machines à salir et à tuer sont prêtes à les détruire. Pour ne pas sombrer et pour réussir, ces femmes et ces hommes auront besoin que nous les soutenions par tous les moyens. Ce front est capital, car seules les victoires aux avant-postes changeront le système, inspireront les autres pour s'engager dans ces zones minées et permettront au nouveau monde en éclosion de ne pas être broyé. Pour vaincre sur ces fronts, sans s'épuiser, la tactique sera capitale. Le système en place est fragile, viser aux bons endroits est fondamental. Malgré cela, il ne manquera pas de réagir violemment avant de s'écrouler. Très violemment. Pour tenir et vaincre, utilisons les techniques de l'aïkido, de la guerre asymétrique. Soyons prudents, extrêmement prudents. Gérons notre image, utilisons intelligemment les médias et les réseaux sociaux. Prenons garde aux écarts dans nos rangs et aux tentatives d'infiltration. Mais plus que tout, nous aurons besoin d'être ensemble. Fédérons nos moyens, soyons lucides sur les forces en présence. Aimons en meute et surtout chassons en meute. En face, ils savent s'accorder malgré leurs différences. Nous le pouvons aussi. Avec la bonne énergie et par le surnombre sous la bannière Gaïa ou une autre, nous ferons imploser ce système obsolète pour laisser place au suivant. Chapitre suivant, tentons l'insensé. Alors que certains d'entre nous s'engageront sur des fronts risqués, d'autres auront la lourde charge d'imaginer et de bâtir le monde d'après. Cette simultanéité est importante car les alternatives devront être prêtes à prendre le relais pour ne pas laisser la place au chaos. Ce nouveau monde reste pour une large part à inventer. Ne nous laissons pas amadouer et endormir par les forces lénifiantes du statu quo. Nous n'avons plus le temps pour les illusions et les fausses bonnes idées. Nous avons besoin d'impact, maintenant. Des alternatives techniques et sociales existent, mais elles sont souvent trop timides et n'intègrent pas certaines externalités. Là aussi, il y a besoin de radicalité, de pensée disruptive. Agissons sans précipitation, mais avec en tête l'urgence qui guidera l'efficacité et la hauteur de nos actions. Rêvons grand, il est temps de tenter l'insensé. C'est comme cela que l'humanité a toujours évolué. Chapitre suivant, des révolutions et des destins. Vu l'ampleur des chantiers, ce n'est donc pas une révolution, mais des millions dans tous les secteurs et dans chaque coin du monde qui auront à être accomplis. Et ces révolutions sont déjà en cours partout. Derrière chacune d'elles, il y aura une porteuse ou un porteur de projet, animé par un rêve, une énergie. Peut-être vous, soyez à l'écoute de votre destin et répondez à l'appel. Chacune de ces quêtes constituera une aventure périlleuse où seul courage, vision et persévérance mèneront à la victoire.
Ces odyssées seront jalonnées d'écueils, toujours les mêmes, sur lesquels nous pourrons mutualiser nos apprentissages. Faisons alliance, protégeons-nous mutuellement de l'épuisement. Apprenons à travailler ensemble, anticipons la réaction du système, visualisons et célébrons les victoires. Sur ce chemin, si nos intentions sont claires, que nous vibrons avec la bonne énergie, les solutions s'offriront naturellement à nous d'y faire attention. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, notre monde est ainsi fait. Dernier chapitre, le pouvoir des récits. Un dernier secret, notre espèce détient un pouvoir singulier qui la distingue de toutes les autres et qui lui a permis de se hisser tout en haut de la pyramide pour le meilleur ou pour le pire. Un pouvoir surnaturel à la puissance inégalée. Nous sommes capables d'imaginer et de partager des histoires qui structurent la réalité et nous permettent d'agir ensemble. Aujourd'hui, ce récit basé sur la consommation, la croissance et l'argent nous conduit vers l'abîme. Nous l'avons placé au-dessus des lois de la nature. Or, tout ceci n'est qu'une illusion. Si nous comprenons que notre réalité est structurée par cette fable, nous avons gagné. Il suffit simplement d'en écrire une autre. La crise que nous traversons est une crise narrative. Pour accompagner ces millions de révolutions et tracer un chemin vers ce futur en gestation, nous avons donc besoin d'un nouveau récit collectif basé sur la beauté et le rêve plutôt que la peur et la culpabilisation. Un récit à la hauteur des enjeux auxquels nous devons faire face, un récit qui montre les valeurs dont nous aurons besoin pour réussir. À nous de l'écrire tous ensemble. Ce récit devra être enthousiasmant et d'une incroyable solidité, car les forces qui tenteront de nous en détourner seront multiples et prodigieuses. Ce récit sera notre plus grand levier pour changer le système. Écrivons ensemble ce que sera demain. Nous appelons toutes les organisations, mouvements et individus déjà engagés dans cet élan à s'unir. Nous appelons toutes celles et ceux qui veulent s'engager à nous rejoindre. Ensemble, tentons l'utopie, tentons l'insensé, tous reliés sous la bannière de Gaïa. Alors, êtes-vous prêts à nous rejoindre ? Merci. Merci Jean-Pierre. On va refaire un tout petit peu de lumière avant de plonger un peu plus tard, dans pas longtemps, sur Blue Turn. Ce texte, tu l'as écrit quand ? Au mois d'août. Cet été ? Ouais. D'accord. Parce qu'on sent qu'il est brûlant d'actualité. Je me permets de faire une petite passerelle avec des personnes. Il y a 6 projets ici qui sont accompagnés en ce moment à Openland. Qu'on essaie de motiver sur ce chemin qu'ils sont en train d'entamer. Et je crois que ce que tu viens de dire sur les porteurs de projets doit faire écho dans leur tête, et j'espère que c'est le cas en tout cas, et ça rejoint tout à fait notre philosophie. Merci pour cette lecture, ce texte. On va dire un mot de l'Overview Effect, on va revenir un peu sur l'Overview Effect, et puis on va regarder une petite séquence Blue Turn avant de vous donner la parole. Alors, pour le faire de manière concise et ne pas t'épuiser non plus, nous devons économiser nos énergies. Cette histoire que tu as racontée de l'Overview Effect, ce sentiment de submersion que ressentent certains des astronautes qui vont là-haut, il y a une histoire avec Al Gore. Ouais. En fait, il y a une histoire avec Al Gore, c'est que donc en 96, cet ami m'offre ce livre, et puis lui, il était spécialisé dans la réalité virtuelle, il bossait au MIT. Moi, j'étais dans un autre laboratoire à Chicago. C'est ton comparse, Michael. Michael. Et donc Michael Bocara, on discute en disant, mais toi qui es en réalité virtuelle, est-ce que tu ne pourrais pas créer un espèce de simulateur où on plongerait les gens dans ces images qu'ont les astronautes ? Et c'était très compliqué parce que la définition des écrans n'était pas suffisante. Il fallait des machines énormes. Ça coûtait presque 1 million d'euros pour avoir un simulateur en réalité virtuelle à l'époque. Et ce n'était pas du tout grand public comme aujourd'hui. Et il n'y avait pas les images pour pouvoir faire ce truc-là. Donc on a laissé tomber ça. Et en fait, moi, je suis tombé par hasard sur un discours d'Al Gore en 98, juste après la signature du protocole de Kyoto, où il annonçait le lancement d'un projet qui s'appelait Triana, où il avait pour idée d'envoyer un satellite qui filmerait toujours la Terre tout éclairée pour avoir les dernières images de la Terre. Et quand j'ai vu ça, je dis wow, c'est génial ce truc-là, parce qu'avec ces images-là, si on fait tourner la Terre, on devrait avoir cet aspect un peu envoûtant. Je voyais déjà le truc. Et je me disais, à partir du moment où le satellite sera lancé, moi j'avais préparé une lettre de candidature à la NASA pour m'occuper de la valorisation du contenu de ce satellite. Et en me disant, là, il y a un truc énorme à faire. Le problème, c'est que Al Gore s'est lancé dans la campagne présidentielle contre Bush, il a perdu et Bush a arrêté ce satellite. Donc ce satellite n'est pas parti. Et donc ça fait partie des synchronicités. Début 2000, quand j'écris Siècle bleu, je me dis je veux parler de ça parce que ce satellite ne partira pas
Et moi, je veux le faire partir. Donc, dans le bouquin, à la fin du tome 2, il part. Et en fait, bon, Tu dis que le satellite n'est pas parti, c'est par quoi? Esprit de vengeance de Bush? Esprit de vengeance de Bush contre Al Gore, parce que pendant un mois, Al Gore n'avait pas reconnu la victoire de Bush, et Bush voulait lui faire payer très cher ce truc-là, donc il a cassé le rêve d'Al Gore, et le mien en même temps. Et donc du coup, le truc... le temps passe, le bouquin, je finis vraiment en disant et le satellite s'envole, machin. Et en 2013, donc un an après la publication du tome 2, je tombe sur un forum obscur sur le fait que ce satellite va partir. Et là, j'en parle à personne, et il part à l'intérieur d'un autre... Enfin, la caméra qui va filmer la Terre part à l'intérieur d'un autre satellite qui doit aller filmer le Soleil. Et en fait, en loose day, quoi. En loose day. Et j'ai su par la suite que c'était Al Gore qui avait, avec d'autres gens, sous Obama, réussi à placer une caméra. Ils avaient mis des sacs de sable pour que, ouais, non, mais là, on peut mettre rien, tu vois. Donc, et puis après, on va mettre une petite caméra, quoi. Donc c'est vraiment un acte de hacking incroyable. Obama était au courant et ou pas? c'est quand même dans une... Ah ben, Obama était carrément au courant. Et ils font partir ça dans une mission de l'US Air Force, quand même, qui doit surveiller les explosions solaires pour protéger la Terre contre des trucs. Mais c'est un magnifique hacking. Mais dans certains forums, les gens étaient au courant, mais le Congrès qui était repassé sur les Républicains, il n'en a jamais entendu parler. Et en fait, la mission part en 2015, et dès qu'elle part et qu'elle sort de l'orbite terrestre, Al Gore qui dit « Ah ah, nanananer, le truc est parti ». Les autres, ils étaient dégoûtés, quoi. Donc, donc le truc part, il arrive à l'été 2015, et moi je me dis, bah, ça y est, j'imagine qu'Al Gore, il a tout prévu, les vidéos, le truc. Et puis, juillet 2015, Obama tweet cette deuxième photo de la Terre, parce qu'on avait déjà eu une photo en 72 de la Terre tout éclairée qui s'appelait Blue Marble. Ça déclenche pas mal de likes parce que c'est Obama, mais aucun écho. Et puis surtout, il n'y avait qu'une photo. Ils n'ont pas envoyé le truc juste pour faire une photo. Et puis ils disent, ouais, en septembre, on aura plus de photos. Je fais rapide. Mais ils publient en fait un site où tous les jours, il n'y avait que 10 photos. Je dis, bah, c'est malin parce qu'avec 10 photos, on ne peut pas faire un film. Tu vois, donc, et regarder des photos de la Terre comme ça, c'est vraiment super... Enfin, c'est vraiment pas passionnant. C'est relou, quoi. C'est relou. On peut le dire. Et j'avais ça dans un coin de ma tête. Putain, c'est relou. Et moi, j'étais parti sur un autre truc. J'étais en train d'écrire un essai sur comment changer le monde au XXIe siècle pour la COP 21. Et puis là arrivent les attentats de Paris. C'était en 13 novembre. Ce truc, ça me plonge dans un désarroi pas possible. Et puis j'ai au téléphone ce pote là, Michael, avec qui on parlait de tout ça. Puis lui, il est en Israël, donc là-bas, ils ont vécu ça très fortement aussi, ces attentats, parce que là-bas, ils en ont eu beaucoup. Mais le fait de voir la France frappée par des attentats, ça les a touchés beaucoup. Et on se dit, tiens, il faudrait faire quelque chose. Je dis, tiens, au fait, il y a ce projet. Enfin, je sais plus, ça ne s'est pas exactement parlé comme ça. En fait, c'est après les attentats, j'ai mis en ligne l'essai parce que je me suis dit, je ne vais pas attendre que la COP21 arrive. Là, il y a trop de trucs noirs. Je le mets en ligne, l'essai. Et dans l'essai, je dis, si quelqu'un veut m'aider à faire un truc avec ces images, il y a peut-être un truc à faire ici sur le pouvoir des rêves. J'avais un chapitre sur le pouvoir des rêves. Il m'appelle, il me dit, écoute, moi, je veux bien faire ça avec toi. Là, il y a trop de noirceur. On va faire ce projet ensemble. Donc, on s'est vu un mois après. On a commencé à réfléchir. Et à l'époque, on se faisait juste un truc pour animer joliment sur un portable ces images. Et puis, en discutant, il me dit, ouais, mais s'il faut, en les projetant sur une sphère, on doit pouvoir reconstruire la vidéo. Je dis, ouais, mais il va y avoir des raccords, ça va sauter, ça va être moche et tout. Et il travaille pendant 3 ou 4 mois, parce que c'est vraiment lui qui fait tous les logiciels et tous les algorithmes sur ça. Et donc, on s'en parle tous les soirs. Et puis, au mois de mars à avril 2016, il me dit, ça y est, je crois que j'ai la première vidéo de la Terre. C'est un truc qui n'avait jamais été vu. Il m'envoie ça à 2h du mat. Je pleure, quoi. Et je vois la Terre tourner. Je dis, c'est fabuleux. Et il n'y avait pas trop de sauts et tout. C'était bien parce qu'en fait, les nuages vont vachement lentement par rapport à la vitesse de rotation de la Terre. Et je me dis, bah, attends, là, si on arrive à perfectionner les algorithmes, donc on prend quelques semaines en plus. Et après, on commence à le montrer à des amis. Et là, les gens hallucinent sur les images. Les gens pleurent et tout. Je dis, oh là là, il n'y a pas que moi qui pleure et tout. Et du coup, par les hasards des connaissances dans notre réseau des conspirateurs positifs, j'étais invité à le présenter dans le cadre d'un TEDx. C'est là où on s'est rencontré avec Sandrine. Sandrine était passée sur les planches de ce TEDx l'année d'avant, je crois, pour parler des utopies. Donc, les résonances sont très fortes. Et puis, du coup, on a décidé de structurer un projet qui s'appelle Blueturn. Il y a une application, pour ceux qui ne connaissent pas, que vous pouvez télécharger, qui est gratuite, qui marche sur Android et sur Apple. Vous pouvez aussi mettre sur vos tablettes, sur votre ordinateur, sur votre écran de télé, et pour voir ces images de la Terre vues depuis l'espace. Ce que je vous propose, c'est peut-être de vous parler, en fait, de vous montrer les images. Ouais. Et je vous dirai 2 mots sur là où on en est sur Blueturn. On va en reparler après. On va refaire un noir
Voilà. complet cette fois. Donc là, imaginez-vous à 1,5 million de kilomètres de la Terre, dans ce point de Lagrange L1, où les forces d'attraction de la Terre et du Soleil s'annulent. On va essayer d'éteindre les Ouais, deux projecteurs. on éteint les deux. On va aller par là. Et surtout, je vous demande de vous concentrer sur un seul écran si jamais Voilà, vous aviez... celui qui est le plus voilà. proche de vous, quoi. On se retrouve après. Ça dure 4 minutes et demie, vous allez faire un tour de la Terre, et c'est des images qui ont quelques jours, quoi. La musique, ouais.
Ouais, ça vous a relaxé. Je pense qu'on peut peut-être rappeler une petite chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en 1972, quand cette photo de la planète, cette photo grand large a été prise par la mission Apollo 17, je crois que c'est l'une des photos les plus vues au monde, ou la plus vue au monde. La plus reproduite au monde. La plus reproduite au monde. Parce comme il n'y avait qu'une photo de la Terre, je crois que vous aviez besoin d'une photo de la Terre, on allait chercher celle-là pour n'importe quel fascicule, logo, etc. Donc c'était toujours la même photo qu'on allait prendre. Et donc maintenant, on a 3 ans d'historique de vidéos de la Terre disponibles dans Blueturn. Voilà, et chaque journée est différente parce que les vents, les cyclones, les saisons, les axes d'inclinaison de la Terre sont différents. Et puis c'est des images, enfin, moi j'aime bien maintenant, chaque fois que je les montre, de changer la musique. En fait, chaque fois que vous changez la musique, vous changez l'expérience et vous pouvez écouter ça avec du jazz, avec de la musique classique, avec de l'électro-ambiante, avec de la musique ethnique. Là, je suis sur un projet pour lancer le mois prochain des Blueturn Mix. On a fait une vidéo de 1 heure et on va demander à des DJ de composer en fait des mix de DJ d'électro pour que les gens dansent devant la Terre, quoi. Donc, magnifique. Alors nous, on est preneurs. Là, les danseurs, là, voilà. On a un Thomas qui devrait être emballé, quelques danseuses, Stéphanie, Sylvain, Sandrine. Une lettre aujourd'hui à Laurent Garnier, qui est un fan de Siècle Bleu, pour lui demander s'il voulait faire un Blueturn Mix. Jean-Pierre, on était ici. Ouais. Là, c'est parfait. On peut faire des projections dehors. Ouais. On fait une soirée, on fait une rave dehors. Qui est là? Moi, je suis là. Ouais. Attention, rendez-vous est pris, hein. Top là. Ok. Rendez-vous, on vous tiendra au courant. Voilà, on peut faire le silence. Ce qui est bien, c'est aussi de regarder de la musique et d'arrêter au milieu et de laisser le silence. Voilà. Mais la musique, ce qui est important, c'est de créer une vibration. En fait, les astronautes, ils ont le silence, ils ont la peur, ils ont autre chose. Comme nous, on n'a pas ça, on n'a pas non plus le côté apesanteur. En jouant sur la musique, les émotions, on arrive à créer cet espace de focus et de créer ce lien amoureux avec la Terre. Il y a peut-être ou sûrement des réactions, des questions. Juste avant, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il faut prendre conscience du fait qu'avant 72, on n'avait pas de photos de nous-mêmes. C'est-à-dire, l'une des plus grandes conquêtes spatiales, c'est nous-mêmes, c'est de mieux nous connaître. Et avant Blueturn, ce genre d'expérience n'a jamais été vécu par personne. C'est une première mondiale. Parce que on est dessus sur la Terre, donc on ne peut pas se filmer. Et il n'y a que sur ce point de Lagrange L1 qui est sur l'axe Terre-Soleil, là où les forces s'équilibrent, qu'on peut avoir des vidéos. Sinon, la Terre, il y a des satellites où on voit la Terre qui est tantôt allumée, éclairée, mais ça ne fait pas du tout le même effet. Pour regarder ça, moi j'ai essayé, je me suis dit, on va essayer avec des satellites géostationnaires, ça ne fait pas du tout le même effet. Et il n'y a que ce satellite qui est capable de faire ça, quoi. Donc, voilà. Et là, si j'ai bien compté, ces photos, cette vidéo, c'est la Terre il y a 12 jours. Oui, il y a 12 jours. On aurait pu mettre les images d'hier, mais c'est une vidéo qu'on avait montée là il y a quelques jours. Voilà, c'est des images qui sont récentes. Peut-être juste, je dis 2-3 mots sur les suites qu'il y a eu depuis qu'on a monté ce projet. En fait, on a fait... nous, personnellement, une centaine de projections de Blueturn. Et puis, il y a des gens comme Yannick qui utilisent ça dans d'autres lieux. Cyr qui a monté un spectacle. Enfin, l'idée de Blueturn, c'est que ces images, elles sont à vous, elles sont gratuites, et que vous montiez des spectacles. Et on avait défini 4 axes. Enfin, moi, j'avais lancé 4 perches dans le TEDx, qui était l'éducation, de le montrer dans les écoles. Ça a été fait. Et il faut qu'on structure maintenant un projet, un kit pour les parents et les profs pour pouvoir montrer ça à tout âge. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va faire, ce kit là dans les prochains mois. Il faut que les artistes s'en emparent. Il y a eu des choses géniales. Là, il y a 2 semaines, il y avait un concert au Grand Rex, un grand événement sur la planète au Grand Rex. Il y a une chanteuse d'opéra qui a chanté devant ces images, c'était divin. Et il y a des tas de choses qu'on fait avec les DJ ou avec d'autres. C'est vraiment... si les artistes utilisent ces images de la Terre, ils peuvent faire des choses vraiment énormes pour développer ça. Un autre aspect, c'était de montrer ça dans des lieux inspirants. Enfin, ici, on en est un. Mais par exemple, le faire dehors, c'est impressionnant. Si vous avez les arbres, etc., vous ressentez des choses de fou. Et avec Yannick et Sandrine, on l'avait montré à Delphes, dans un amphithéâtre
enfin, on était sous la Voie lactée avec la Lune, la mer au loin, dans un amphithéâtre grec et tout. C'était dingue. Tu vois, les gens qui étaient là, là, tout le monde a pleuré. C'était vrai. Et puis, c'était vraiment très, très intense. On l'a projeté sur le mur du plus grand musée d'art contemporain à Tel Aviv. Ça a été projeté au Canada. Et maintenant, moi, parfois, il y a des gens qui me disent, ah tiens, j'étais en Amérique du Sud, je sais pas, j'ai vu Blue Turn tourner. Un pote qui était à Toulon, il passe en voiture. Dans le théâtre de Toulon, il y avait les images de Blue Turn qui tournaient. Enfin, on n'est plus au courant. Et c'est ça l'intérêt du truc, c'est que les images circulent, les gens font leur truc. Et voilà. Et, c'est open source, ça c'est un terme qu'on aime beaucoup à Openland. C'est open source. Donc c'est open source. Et là, on va justement investir pour vraiment permettre aux gens que ça soit facile de faire une expérience, d'aller récupérer la dernière vidéo de la Terre. Donc là, on est en train d'automatiser un script où tous les jours, il y aura des vidéos de différentes vitesses, parce qu'il y en a qui aiment bien des vidéos rapides, d'autres qui aiment des vidéos plus lentes comme celle-là, qui seront mises à disposition sur Vimeo. Comme ça, les gens pourront aller télécharger la vidéo du jour, faire leur montage, mettre leur musique, et vraiment pour pouvoir scaler le truc, quoi. Donc voilà. Donc c'est un projet, on n'a pas fini de faire ça. C'est un projet qui a été aussi rattrapé par sa dimension politique, parce que l'année dernière, Trump a voulu arrêter ce satellite. Donc ça m'avait brisé le cœur. Il avait eu vraiment le pouvoir de le faire, mais bon, moi j'ai contacté beaucoup de gens pour essayer de voir comment on pourrait sauver cette caméra, parce qu'il ne s'agissait même pas d'arrêter le satellite, mais juste la caméra. Et c'était des républicains qui voulaient rendre l'appareil à Al Gore. Et en fait, on s'est dit, le mieux, c'est de ne pas communiquer. Parce que si on avait fait une tribune dans le New York Times, vu qu'il déteste le New York Times, Trump, il en aurait fait un combat. Et en général, il gagne tous ses combats, hein, quand même. Il est assez bon là-dessus. Donc, en fait, on s'est tu. Et moi et d'autres, on a travaillé avec différents députés pour essayer que ça soit en ballottage dans le budget. Et le dernier administrateur de la NASA qui a été nommé en juin, qui était un climato-sceptique, au bout de 3 semaines, il a été convaincu qu'il y avait un réchauffement climatique. Il a dit, je maintiens ce projet, quoi. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, c'est une victoire. Mais c'est fragile. Mais c'est fragile parce qu'il suffit qu'il change l'administrateur de la NASA pour que le truc il rebascule. Mais voilà. Et dernière petite histoire. Au mois de juin, justement après l'annonce du fait que ce projet allait être poursuivi, les équipes d'Al Gore nous ont contactés, quoi. Donc, alors ça, c'était assez marrant, en disant, voilà, on suit ce que vous faites depuis un certain nombre d'années. Nous, on a un projet, on voudrait vous en parler, il y a peut-être une coopération à faire. Et là, fin janvier, on lance une coopération avec eux pour mixer les images de Blue Turn avec tout le contenu du Climate Reality Project. Et tu connais bien ça parce que tu es allé te former à Denver auprès des équipes du Climate Reality Project de Al Gore. En fait, ils emmagasinent toutes les données sur le réchauffement climatique, les news, typhon ici, marche sur le climat là. Et en fait, on va les contextualiser avec Blue Turn. Donc, vous verrez la vidéo de la Terre avec les éléments climatiques, les éléments de solution du jour, des vidéos de scientifiques. Donc, nous, on met juste les images de la Terre et eux mettront tout le contenu. Donc, c'est un gros projet avec des partenariats avec le New York Times, le Guardian, etc. Donc, ça, c'est ça devait être début décembre, mais là, ils ont pris beaucoup de retard et ça sera normalement fin janvier. Donc, et donc, la boucle est bouclée et le projet rejoint voilà. Al Gore. Non, on le garde. Oui, vous le gardez. On le prête à Al Gore. Voilà. Donc, mais nous, on garde notre projet. Parce qu'Al Gore, il n'est pas du tout dans la dimension overview effect et émotionnelle. Non. En fait, ses équipes, ils ont compris le truc et ils voient l'émotion. Mais lui, il est dans le fact-based. Donc, il est dans ce truc. Mais voilà, une des choses qu'on leur a dit, on leur prête gratuitement les images. Mais moi, j'aurais demandé de rencontrer Al Gore. Donc, pour l'instant, rendez-vous n'est pas pris. Mais j'essaierai de le convaincre que l'overview effect a un rôle. Mais, bon, si tu arrives à le faire danser, tu nous diras. Est-ce que quelqu'un veut poser des questions? S'il y a des questions, des réactions, je vais en prendre 1, 2, 3 à la suite pour pouvoir revenir vers Jean-Pierre. Je vais prendre un micro. Tiens, est-ce que je peux te passer ton bouquin, le temps de prendre ça? Voilà. On veut bien entendre votre prénom et puis à vous la parole. Il est branché? Oui. Je m'appelle François, je suis un pote de Jean-Pierre par une drôle d'histoire que je vous raconterai plus tard, si vous avez le temps. Juste une question par rapport à ça. On ne voit pas la Lune. Non, mais la Lune, en fait, elle est... déjà, la Lune, elle tourne autour de la Terre et elle est assez loin de la Terre. Donc, quand on regarde la Terre, la Lune est beaucoup plus loin. Et au moment où elle passe là-dessus, en fait, elle n'est pas dans le même plan d'écliptique. Donc, c'est assez rare qu'on voit la Lune. Et pour qu'on voit la Lune, c'est-à-dire qu'il y a une éclipse. Comme les éclipses sont rares, les moments où on voit la Lune depuis Blue Turn, c'est juste
pendant les éclipses, quoi. Et on la voit de temps en temps, donc. Ah, on la voit de D'accord. temps en temps, et si vous allez sur le site de Blue Turn, on a plein de vidéos justement des éclipses où on voit, même il y a une vidéo où on a la face cachée de la Lune, quoi. Donc souvent, parce qu'elle n'est pas dans le même plan, on a l'ombre de la Lune, mais il y a une vidéo, voilà, et on a vérifié, il n'y a pas d'armée nazie cachée de l'autre côté. Ou en tout cas, ils l'ont bien photoshopé, quoi. Qui veut la parole? Soyez pas timide. Nathalie, au fond. Je vais te lancer le micro. Je vais te le laisser surtout, si tu veux bien. Bonsoir, donc Nathalie. Comme on parlait justement de face cachée de la Lune, moi j'avais entendu dire que tout autour de la Terre c'était une vraie poubelle et qu'il y avait des satellites partout et des déchets. Et on voit pas non plus une seule étoile. Du coup, ça fait un peu bizarre de voir la boule suspendue comme ça, dans le noir. Les déchets, enfin, il y a quelques milliers de satellites. Chaque satellite, il faut voir qu'il fait 2 mètres un satellite, quoi. Donc là, c'est filmé à 1,5 million de kilomètres, donc un truc de 2 mètres, vous ne le voyez pas. Et le fait qu'il y ait 1000 trucs de 2 mètres qui tournent, vous ne les voyez pas. Et ce qu'on appelle les space débris, qui sont un marteau oublié, un écrou qui se balade, on le voit encore moins, quoi. Donc voilà. Mais la Terre ne ressemble pas à une poubelle, elle est très belle, même s'il y a des trucs qui tournent autour. Mais ce qu'il ne faut surtout pas, c'est qu'il y ait une guerre dans l'espace. Parce que là, pour le coup, il y aura des cohortes d'objets, on le voit bien dans Gravity, qui tourneront. Et là, on ne le verra pas non plus de ce point de Lagrange L1, mais par contre, nous, on ne pourra plus aller dans l'espace, parce qu'on ne pourra plus passer ce truc-là. Donc, c'est pour ça que ces débris sont dangereux. En tout cas, ils ne polluent pas le visage de Gaïa. Et l'autre question, c'était quoi? Qu'est-ce qu'on ne voyait pas? Les étoiles. Ah, les étoiles. En fait, dans l'axe quand vous regardez Blue Turn, la caméra, elle zoome sur la Terre. En fait, la Terre est tellement lumineuse que tout ce qui est les étoiles derrière, elles disparaissent. Vous le voyez bien, si vous êtes dans une salle lumineuse, est-ce que vous voyez des étoiles derrière? Non. Si vous éteignez la lumière, au bout d'un moment, vos yeux vont voir apparaître les étoiles. Et par exemple, les astronautes qui sont en orbite, donc ils peuvent voir les étoiles que quand ils sont dans la face cachée, ils sont 30 minutes à peu près de l'autre côté de la Terre dans l'obscurité. Et ce qu'ils disent, c'est que même avec les voyants lumineux, etc., dans la Station spatiale internationale, ils ne voient pas les étoiles. Et parfois, ils éteignent tout. Et là, ils voient hyper bien les étoiles parce qu'ils les voient avec une netteté absolue, parce qu'il n'y a pas de diffraction de la Terre. Et surtout, ils voient les étoiles en couleur. J'avais discuté beaucoup avec Jean-François Clairvoy. J'avais fait une interview sur ça sur mon blog il y a 10 ans, et où il expliquait que, en fait, en orbite, voilà, si on éteint tout, on peut voir la couleur des étoiles, mais il ne faut pas regarder vers la Terre parce qu'elle est trop lumineuse, quoi. Enfin, elle n'est pas lumineuse, elle reflète. Enfin, il y a la lumière du soleil qui se reflète, quoi. C'est pas mal de dire qu'elle est trop lumineuse en même temps. Ouais, mais c'est pas une ampoule, quoi. Est-ce qu'il y a une autre question? Intervention? Oui? Ah, ça y est, les mains se lèvent. Alors moi j'ai une question plus personnelle. J'ai Oui. été très marquée dans ton manifeste par la transformation de soi Oui. que tu évoques. Et voilà, nous on travaille ici là aujourd'hui sur la transformation de nous-mêmes pour apporter quelque chose aux autres, etc. Et il y a quelque chose que tu as dit au tout début de la conférence et qui m'a marqué aussi, tu l'as dit comme ça en passant. Oui, moi j'ai voulu avoir plusieurs vies et donc j'ai commencé pour faire tout ça à moins dormir. Ouais. Parce que là, on a tous envie de s'y mettre. Enfin, et donc, c'est quoi ton secret, Jean-Pierre, pour moins dormir? Non, mais c'est de faire des choses passionnantes dans la journée, parce que moins dormir, si vous faites des trucs chiants, je pense que c'est fatigant. Moi, je m'écroule en me disant, putain, j'ai eu une journée de fou, et là, je dors, mais à fond. Mais c'est de faire des choses intéressantes. C'est ça qui permet de moins dormir. Et si vous êtes à 2h du mat en train de bosser sur un projet qui vous passionne, en fait, vous dormez hyper bien parce qu'il y a un sentiment d'accomplissement énorme. Je n'ai pas fait de travail particulier physiologique. Je me suis juste habitué à moins dormir parce que je fais des trucs qui me plaisent. Et ces heures-là, c'est des heures, je pourrais les passer à dormir, mais c'est des heures de créativité absolue. Donc si vous faites du travail très créatif avant de vous endormir, voilà. Après, il faut l'énergie si vous avez une journée lourde, etc. Donc il faut économiser votre énergie dans la journée, pas trop travailler, etc. Non. Et non, mais il faut vraiment économiser son énergie. Si vous épuisez, si vous râlez avec tous vos collègues, vous râlez dans votre couple, vous râlez avec vos enfants et tout, c'est sûr que vous n'allez pas avoir d'énergie. Si vous l'économisez, vous gardez votre truc et vous dites maintenant c'est le moment créatif, je vais écrire, je vais faire mon projet, je vais peindre, je vais faire des choses. Et là, on arrive à reculer des choses. Et s'entourer aussi de gens enthousiasmants, c'est aussi quelque chose qui est important.
de ça, parce que c'est les ondes autour de nous qui font que la vie est heureuse et qu'on a envie d'aller jusqu'au bout de la nuit, parce qu'on veut profiter de chaque moment de ça. Donc voilà, il n'y a pas de secret particulier, mais on s'habitue petit à petit à moins dormir. Après, il y en a qui étudient leur cycle, qui font ça hyper scientifiquement. Moi, il y a des jours où je me couche à 5 heures du mat, il y a des jours où je me couche à minuit. Enfin, je n'ai jamais comptabilisé comme ça, je n'ai pas utilisé les trucs qu'on met sur le front pour savoir si c'est le bon cycle. Enfin, j'ai essayé un peu là, des trucs avec des réveils en forme d'aube. Ouais, du coup, je ne me suis jamais réveillé, le truc il faisait grand jour. Donc non, voilà, j'essaye de le réveil et puis se coucher tard. Donc, Bonjour, Armel. Alors je vais oser, oui. parce qu'en fait je vais parler de quelque chose un peu... voilà. Oser. Parce qu'en fait j'ai bien senti votre volonté de faire des choses impactantes et rapides et que ça bouge. Alors, ça a pris 20 ans, c'est pas très rapide. On connaît tous le pouvoir de l'intention. Ouais. Alors je me disais, comme vous avez réussi à faire cette belle planète devant nous, on pourrait peut-être imaginer qu'au niveau planétaire, on demande à des citoyens qui sont convaincus par ça de faire une méditation au même moment, une minute de silence pour la planète, à différents endroits dans le monde, pour qu'on envoie des ondes positives, parce qu'on sait que ça marche. Alors, je n'ai pas parlé de tous les axes sur Blue Turn, mais un des axes, c'est la méditation. Enfin, je disais, il y avait 5 axes, enfin, je me suis arrêté au 3e. Il y avait des trucs d'inspiration politique, et puis l'autre, c'est la méditation. En fait, moi, quand j'ai vu ces images, la première chose auquel j'ai pensé, c'est de la méditation, faire du yoga ou faire de la pleine conscience devant ces images-là. Et pour se mettre déjà, à titre personnel, dans un rythme énorme, et le fait d'avoir des méditations collectives... donc ça c'est fait, il y a déjà eu il y a une jeune femme, j'ai posté un truc sur Facebook il y a quelques jours, vous verrez, qui a créé la méditation bleue. C'est une prof de yoga qui a un site qui s'appelle Get Yogi. Elle a fait il y a une vidéo de 45 minutes qui est géniale, vous pouvez faire le cours de yoga devant elle. Il y a les images de Blue Turn, c'est un cours de yoga gratuit en ligne que vous pouvez faire. Et elle l'a fait à plein d'endroits différents. Je sais qu'il y a d'autres gens qui le font là-dessus, mais j'ai pas eu le temps assez de pousser là-dessus. Et là, en fait, on est sur un gros axe là-dessus. C'est que j'ai été contacté par... en fait, l'ancienne réalisatrice du film Home, Yen Levan, qui a fait un film sur la pleine conscience qui s'appelle Respire, vie, souris, qui a été un documentaire qui a été édité en crowdfunding, dans lequel elle suit à la fois la vie de John Kabat-Zinn, qui est celui qui a créé la pleine conscience, et de Tai, celui du village des pruniers, qui est vraiment celui le Vietnamien qui a porté toute la philosophie de la pleine conscience. Et elle a été, c'était il y a 2 mois, marquée par ce truc-là. Et du coup, elle va remonter son documentaire pour mettre ça dedans. Et comme ce documentaire va être partagé massivement dans la communauté pleine conscience, ça sera l'occasion de faire ça. Et donc ça sera dans 6 mois à peu près. Mais ça, c'est vraiment un champ à le faire. Et l'histoire de méditation mondiale, alors moi je fais de la méditation transcendantale, je ne fais pas de la pleine conscience, ils font, eux, des méditations mondiales en synchronisation. Ils se disent, voilà, on se retrouve tous à 17h, il y a une vidéo, etc. J'aurais proposé de faire un truc avec Blue Turn, mais bon, le truc de méditation transcendantale, ils sont assez fermés, donc pour l'instant, j'arrive pas trop à faire ça. Mais si je vous rencontre Al Gore, c'est un des trucs que je voulais lui proposer, de faire une méditation mondiale. Genre lui, je pense qu'il a le téléphone du Dalai Lama. S'il a un téléphone, le Dalai Lama, je ne sais pas. Et je pense que c'est un truc à faire, quoi, c'est sûr, quoi. Donc que les gens regardent tout ça au même moment. Et là, au niveau des vibrations, il peut y avoir un truc de fou. Et enfin, sans vous révéler ce qui se passe à la fin de Siècle Bleu, la fin de Siècle Bleu, c'est ça, c'est une espèce de délire total. Bon, voilà. Bon. Pas de spoiler. Voilà. L'éditeur vous va pas aurez être la d'accord. réponse à ça. Tu vois, donc, mais effectivement, je suis persuadé que ça aura un effet énorme. Arrêtez-le. Alors, Marie, bonjour. Alors, on vient de parler de méditation, mais vous avez pas mal parlé de révolution, de radicalité et de désobéissance. Alors, oui, mais les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Alors, c'est pour ça. Qu'est-ce que c'est cette révolution et en 28 jours, bon, on va lire le livre. Non, mais, mais il ne faut pas se leurrer. Je veux dire, le système, il fonctionne là, autour de nous, mais il détruit tout. Donc, si vous voulez changer le système, enfin, on peut tous se mettre à prier, etc. Mais si on utilise tous nos bagnoles, etc., enfin, ça va rien changer. Donc, il faut changer le système. Et changer le système,
la pensée radicale, on en parle beaucoup avec Sandrine et on est d'accord sur la définition. Radical, ça ne veut pas dire tout casser. Radical, ça veut dire penser jusqu'à l'origine du problème. C'est-à-dire que si vous vous dites je réinvente un moyen de transport, c'est pas pour faire une voiture électrique, quoi. C'est-à-dire c'est pour peut-être généraliser le vélo ou d'autres choses. C'est-à-dire que la radicalité, c'est pas de dire je vais construire un technosystème 2.0 qui sera à peine mieux que le 1.0. Je veux dire là on aura perdu du temps pour rien, quoi. Donc et la radicalité, elle est de ne plus se mentir, quoi, de faire les choses à fond et de se dire je ne me contente pas d'une demi-solution et puis on verra bien si ça marchera. Donc c'est une forme d'exigence pour ceux qui changeront le monde. Et tant mieux si ça se fait avec une sagesse, avec une bonne énergie, c'est ce que je décris là-dedans. Donc c'est important que ça soit ça, parce que si c'est l'énergie du fight, alors, il y a certains endroits où il faudra qu'il y ait l'énergie du fight. Mais il y a d'autres endroits où il y aura besoin d'une énergie douce et créative, mais qui soit radicale dans le sens où on ne peut pas s'arrêter à la moitié des problèmes. On prend encore une ou deux questions. Pouf, on me dit par là, voilà. Bonsoir, donc moi c'est Audrey. Bonsoir. Je voulais savoir si le manifeste que vous nous avez lu va pouvoir passer la frontière du livre. Oui. Enfin, on n'a pas parlé avec les éditeurs. Là, on le sort, il est dans le bouquin, mais je pense que le truc, il va circuler au bout d'un moment, s'il circulera, quoi. Donc, des gens qui prendront des photos, j'en sais rien. Tu vois, donc, mais ce manifeste, il a d'intérêt lié à qui est la personnalité du héros. Il est là-dedans. Si j'avais fait un manifeste vraiment politique, Sandrine voulait qu'il soit plus court, elle a raison, tu vois, mais vu que c'est dans un livre de 1000 pages, je me dis que 8 pages par rapport à 1000 pages, ça va. Puis que, bon, si les gens m'ont écouté 1000 pages, ils peuvent bien lire un manifeste qui ne fait pas une page. Donc, là, il y a eu le manifeste de place publique, il fait 1 page et demie, mais ils ne disent pas grand-chose. Là, au moins, ça dit un peu plus. C'est plus un manuel qu'un manifeste, quoi. Donc, oui, je pense que ce manifeste, il circulera, j'espère. Mais bon, pour l'instant, il fait partie de ce roman. Moi, je n'ai pas vocation à animer une révolution, ou peut-être, mais je ne sais pas. Mais on verra bien. Tu vois, donc, on ne sait jamais où ça nous mène. Hein. Ouais. Non, mais c'est l'intérêt. Allez, encore une ou deux questions. Bonjour, Benjamin. J'ai une petite question du coup pour vous. Vous parlez de faire la révolution. Est-ce que pour vous, ce serait dans la continuité d'un cadre philosophique particulier? Je ne sais pas, est-ce que vous vous sentez proche de Thoreau, par exemple, ou je sais pas. Est-ce que vous avez des influences en termes de philosophie? Idéologie. Ouais. Moi, j'ai lu tous ces trucs-là de désobéissance civile. Je pense que ça mérite d'être mis au goût du jour, ces trucs-là. C'est-à-dire que il y a beaucoup de trucs qui ont été faits, qui ont arrêté des phénomènes chez Gandhi, chez Mandela, etc. Mais on peut aller plus loin, quoi, dans ces formes-là. Et il y a des groupes aujourd'hui qui, alors je ne sais pas si c'est des philosophes, mais j'aime bien la façon dont justement ils font de la désobéissance pour que ça marche. Alors que d'autres étaient vraiment dans un truc tellement pacifiste, etc., que il y a une probabilité assez faible pour que les choses marchent. Et le fait d'utiliser les médias, d'utiliser vraiment des résonances, de la tactique, du lobbying politique, des appuis, moi j'aime plus ça, et donc c'est pour ça que j'aimais bien Sea Shepherd, parce qu'il jouait un peu sur les différents tableaux, ou des associations comme Greenpeace. Donc voilà, il faut réinventer ces trucs-là. Je n'ai pas la solution sur ce qu'il y a, mais il y a plein de choses. Je vois passer sur Internet. Là, je sais pas, l'autre jour, là, ils ont pris possession d'une mine de charbon en Allemagne. Alors, ils ne l'ont pas arrêtée, hein, la mine de charbon. Elle est grande comme, je sais pas, un département. Donc, mais voilà, ils ont bloqué les camions. Et ça, je me dis, c'est peut-être pas assez, quoi, comme forme de mobilisation. Enfin, là, il y a eu une mobilisation qui a marché à Notre-Dame-des-Landes, hein, je veux dire, in fine, mais ça a nécessité d'arriver à faire élire un politique qui portait cette cause, et que ça a été la contrepartie de beaucoup de choses. Enfin, je veux dire, il y a eu un deal politique derrière. Je veux dire, ça s'est pas fait parce que les gens étaient là, mais ils ont tenu. Donc voilà. Mais chaque zone à défendre, chaque projet, là, il y a en ce moment un truc sur la forêt de Romainville. Là, c'est un nouveau dossier qui est très grave et tout aussi, où ils veulent raser une forêt pour faire voilà, je sais pas, des supermarchés ou je sais pas quoi. Donc bon, mais je m'inspire pas d'une philosophie particulière. Donc, Dernière question, et puis après on va laisser Jean-Pierre souffler et signer surtout. Jean-Pierre, bonsoir. Donc moi c'est Cyril. Juste avoir peut-être ta vision chiffrée de la masse critique.
Est-ce que tu as une notion de masse critique C'est vrai que tu es un peu mathématicien. Mais ça, c'est vraiment un truc qui est intéressant, dont on discute beaucoup à l'Institut des futurs souhaitables. En fait, la masse critique, il y a plusieurs masses critiques. Il y a la masse critique de ceux qui inventent, et celle-ci, elle n'a pas besoin d'être grosse. La Renaissance, c'est 500 personnes. Les suffragettes, c'est une dizaine ou une cinquantaine de personnes. Sandrine connaît mieux les suffragettes, elle en parle dans son livre Les Suspendus. C'est peu de gens qui se mobilisent et qui arrivent à changer les choses. Donc, il n'y a pas besoin de dire on change tout le monde avant d'enclencher quelque chose. Donc, il faut que des gens portent des causes, et ils les portent bien avec la bonne énergie. Et puis après, il y a changer l'état d'esprit. Et là-dessus, on peut se dire qu'il y a une grosse partie de la population qui a un énorme ventre mou, qui va aller à droite ou à gauche selon que les gens, quel est l'état d'esprit général. Et puis, ils ne choisissent pas leur vie. Il y a beaucoup de gens qui sont nécessairement suiveurs parce qu'ils n'ont pas les idées et puis ils vivent comme on leur dit. Moi, je dirais, si on éveille 10% des gens, ça c'est mon sentiment, c'est déjà énorme. Et 10% de gens convaincus, il y a une étude du Rensselaer Institute. Alors, ces études, c'est toujours difficile parce que c'est sur des modélisations et c'est sur des trucs de systèmes de physique statistique. Mais normalement, avec 10% de gens convaincus, on doit pouvoir convaincre le ventre mou et passer les 50% qui font qu'on a l'idée dominante. Donc, c'est ça. Donc, 10% de gens très convaincus. Et ça ne veut pas dire 10% de gens qui sont engagés tous avec des causes énormes. C'est juste qui adhèrent énormément à des idées de changement. Ici, il y a une vidéo de danseurs qui commence à circuler un peu, à être un peu connue. Ceux qui comprennent, petit clin d'œil, et ceux qui ne comprennent pas, allez chercher Dance et Tipping Point sur YouTube. Okay. Vous comprendrez. D'accord. Effectivement, il suffit de pas grand-chose et de quelques pas pour emmener beaucoup de monde derrière soi. Je pense que Jean-Pierre, tu nous as emmenés avec toi ce soir. Un grand merci pour ça. Merci. Je crois que le micro n'a pas rendu l'âme, pas encore. Un grand merci encore à Jérôme qui a initié cette soirée. Jérôme Morel. Bien sûr à Yannick, à Sandrine, les éditeurs. Et puis je vais aussi vous parler de Nathalie qui est là-bas, de Simon qui est à la régie, de Manu qui est à la vidéo. J'espère n'oublier personne et de tous ceux qui ont aidé, tous nos amis de la fabrique qui sont là pendant 2 jours et qui ont donné également le coup de main. Et bien sûr, l'équipe Openland, la famille Brémond qui nous accueille. Merci à tous pour ce très beau moment. À bientôt. Et maintenant, on boit un coup.